Voilà, bonjour à toutes et à tous. Vous pouvez mettre le casque, pour ceux qui n'ont pas encore l'équipement. Voilà, vous entendez bien, ça va? Parfait. Donc, bienvenue dans cet atelier consacré au biogaz, un intitulé sous forme de questions. Quel cadre et quel levier économique pour la méthanisation? Alors, vous l'aurez compris, l'approche technique ne sera pas le cœur de cet atelier. L'idée est plutôt de vous apporter un éclairage grâce à nos intervenants, sur la faisabilité économique des projets envisagés aujourd'hui par des collectivités, des agriculteurs ou des entreprises. Tout ceci avec une toile de fond qu'on va dire contrastée, une instabilité du marché du gaz fossile, qui a des avantages mais aussi des inconvénients, et un nouveau cadre de soutien pour la méthanisation en France. Donc vous aurez droit à une synthèse d'études de cas menées au niveau national et puis à 2 retours d'expérience. Et pour commencer à poser ce cadre actuel, je demande à Cécile Frédéric de me rejoindre. On va s'asseoir ici. Allez-y. Bonjour à vous. Alors, on ne vous entend pas. Je ne sais pas si le micro est ouvert. Normalement, il était ouvert. Donc, je vais vous présenter. Donc, vous êtes la directrice générale de France Gaz Renouvelable, une association fondée en 2018 pour, je cite, rassembler les initiatives liées au gaz renouvelable et permettre la création d'un écosystème au sein duquel le monde agricole et le monde de l'énergie sont au service de la transition des territoires. C'est ça. Vaste programme. Vaste programme. Et on comprend encore mieux qui vous êtes en listant les 8 membres fondateurs. Si effectivement on peut lancer le diaporama. Les 8 membres fondateurs, quand on a la liste, ça éclaire justement ce principe-là. Voilà. Donc on trouve notamment côté agricole la FNSEA ou l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France, GRDF et la Fédération des autorités concédantes côté réseau, ou AT2E pour l'expertise technique. Donc moi je vais dire d'abord bravo pour cette capacité à rassembler, à mettre de l'intelligence collective. On en a bien besoin. Oui, clairement, il y avait un besoin au moment du décollement de la filière injection d'avoir un endroit où on pouvait avoir un consensus sur le développement de cette filière. Et comme le monde agricole représente plus de 80% du gisement, et on le verra après, plus de 80% des installations aujourd'hui, il était important pour les gestionnaires de réseau, que sont GRDF et GRT Gaz et les autres membres du réseau, des réseaux gaz, de comprendre la problématique de ce monde particulier qui peut être le monde des agriculteurs et notamment des agriculteurs méthaniseurs de France. Il faut comprendre que la filière cogénération était déjà extrêmement développée et qu'on était sur un autre process. Donc il y avait un besoin d'un lieu de consensus et de débat pour pouvoir développer la filière et pour pouvoir déterminer dans quel sens on allait aller sur cette filière. Et juste d'un mot avant d'attaquer vraiment le cœur de la table ronde, mais effectivement, je crois, par exemple, vous parlez de l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France, je crois de tête, à peu près 1500 adhérents, 1500 agriculteurs dans cette association. On va dire, c'est le temps des pionniers. Aujourd'hui, il est passé. Aujourd'hui, on est sur peut-être un autre stade de développement. Alors, pour les agriculteurs méthaniseurs, en France, il y a 1500 unités de méthanisation, un peu plus. Il y a 500 adhérents à l'AMF, même si je ne suis pas membre de l'AMF. Et il y a la moitié aujourd'hui en cogénération et en injection, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc oui, on a passé cette période de pionnière, j'ai envie de dire, avec des agriculteurs qui sont lancés tout seuls, qui ont développé une filière, qui ont développé des process, notamment sur la partie injection. Et aujourd'hui, on est plus sur des regroupements, soit entre agriculteurs, soit dans le cadre de coopératives, soit avec des industriels. Donc, on est dans la phase 2 de la filière. On va le voir sûrement après. Donc, Cécile Frédéric, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ressemble aujourd'hui le marché pour le biogaz et de quels outils donc, nous disposons pour soutenir les nouveaux projets d'installation à court terme ? Oui, alors pour ceux qui ne le sauraient pas déjà, donc au 1er décembre, on avait 635 unités de méthanisation
qui est injecté dans le réseau. Donc il y a un peu plus de 1000 unités en cogénération, donc qui produisent de l'électricité. Mais là aujourd'hui, moi je vais vous parler de l'injection. J'ai regardé ce matin, les chiffres que vous avez à l'écran, on est à 635 unités. Aujourd'hui, donc 15 jours après, on est déjà à 646. Donc il y a une mise en service très importante sur les 3 dernières années avec un décollement important et encore une réserve de projets importante puisqu'on a 26 TWh qui sont dans ce qu'on appelle le registre de capacité, donc qui vont avoir réservé de la capacité pour injecter sur le réseau de gaz, donc que ce soit le réseau de transport ou le réseau de distribution. Sur la production, aujourd'hui, on est à plus de 8 TWh déjà injectés sur l'année 2023. L'année dernière, en 2022, on a fini à un peu plus de 7 TWh. Donc, on finira vraisemblablement l'année autour de 12 TWh. Donc on a à peu près 3 TWh d'unités qui sont raccordées tous les ans aujourd'hui. Donc en moyenne, entre 100 et 150 unités qui sont raccordées depuis 2 ans. Est-ce qu'on est sur une trajectoire comme le souhaitait GRDF qui a quand même des ambitions très importantes? Alors à long terme, hein, c'était 2050 d'avoir un réseau alimenté par du biogaz. Ça c'est ma première petite question et puis on voit tant qu'on est sur la carte une localisation quand même dans la partie nord on va dire de la France. Donc nous aujourd'hui on est à Montpellier, peu d'unités. Est-ce que ça va changer? Alors, avec les nouveaux outils peut-être? Peut-être avec les nouveaux outils. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, hein, c'est qu'en France 80% des unités elles sont agricoles. Sur les 635 unités, il y en a 540 qui sont agricoles. Le reste sont essentiellement soit des industriels, soit des unités territoriales. Et donc, ça va dépendre également du gisement, puisque la France a choisi de développer une filière autour des gisements de déchets agricoles, essentiellement. Vous savez que la part des cultures alimentaires est très limitée en France, à moins de 15%, enfin limite de 15% du tonnage d'intrants dans les méthaniseurs. Donc on est sur une filière de gisements et de déchets agricoles. Demain, on a des objectifs importants. On a la stratégie française énergie-climat qui est actuellement en consultation et qui prévoit un objectif de 50 TWh de biogaz en 2030. Donc une marge quand même importante. Je rappelle qu'on a déjà 26 TWh dans le registre de capacité. Et on a des mécanismes. On a passé 2 années un peu compliquées après 2020, 2021 et 2022 parce que l'administration considérait qu'on allait trop vite en fait. Donc on a eu une baisse des tarifs, mais là c'est en train de repartir. Clairement, on est aujourd'hui la seule filière qui a atteint et dépassé ses objectifs de la PPE actuelle. Donc on est aujourd'hui tous prêts à développer cette filière et à atteindre l'objectif de multiplication par 4 d'ici 2030. Donc après ces 2 années compliquées, comme vous dites, donc voilà, en gros, brossez-nous ce tableau du nouveau cadre qui laisse quand même pas mal d'espoir. En effet, donc le cadre réglementaire pour le biométhane injecté, il est aujourd'hui essentiellement constitué de tarifs d'achat réglementés qui avait été revu à la baisse en novembre 2020, justement face à ce développement très important des projets et au dépassement des objectifs PPE, puisqu'il faut bien comprendre que l'objectif PPE, il est lié aussi à un cadre financier, et donc c'est aussi pour ça que le tarif avait été revu. Depuis 2020, vous le savez, différentes crises énergétiques, la guerre en Ukraine a fait qu'il y a eu un impact énorme sur les unités de méthanisation et sur les développements de projets, avec des hausses de coûts évidemment, des hausses de coûts de l'énergie aussi, puisque pour faire tourner un méthaniseur, il faut aussi un peu d'électricité. Et donc, on a renégocié avec l'administration pour réindexer les tarifs d'achat sur l'inflation, ce qui n'était pas le cas avant.
on est arrivé à obtenir la suppression de la limite de suspension du contrat en cas de recours contentieux. Ça, c'est extrêmement important puisque avant, les porteurs de projets avaient 3 ans pour mettre en service et donc les recours n'étaient pas pris en compte pour la suspension. La proportion du nombre de recours en France sur les projets de méthanisation, vous avez une petite idée? J'ai pas de chiffres précis, mais il y a un certain nombre de projets qui sont attaqués, comme toutes les énergies renouvelables, et j'ai envie de dire comme tous les projets en France, malheureusement. On est passé aussi, on a obtenu l'annualisation de la production, puisque jusqu'à présent, les contrats ont été construits autour de prix mensuels, enfin de capacité de production mensuelle. Et donc là, on est passé à une capacité annuelle, ce qui permet aussi de réguler la production en fonction de la consommation. Parce que ce qui est quand même important dans cette filière, c'est la consommation locale et c'est la boucle locale que ça construit. Donc voilà, donc on a des tarifs d'achat qui reflètent beaucoup mieux la réalité et on voit un frémissement au niveau des projets et de nouveaux projets qui repartent. Puis là, un changement majeur, donc c'est cette histoire de certificat de production de biogaz. Vous allez un peu nous expliquer. Là ça laisse quand même des perspectives importantes, non? Oui, en effet. Pour répondre justement à cette limitation du budget de l'État qu'on peut comprendre, hein, donc la filière a proposé la création d'un mécanisme qui oblige les fournisseurs de gaz à avoir une part de gaz renouvelable dans leur portefeuille. Je vais le dire comme ça pour être assez simple. La loi climat résilience a entériné ce mécanisme et on a un premier décret qui est sorti en avril 2022. On attend aujourd'hui le dernier décret qui va définir la trajectoire d'obligation des fournisseurs. Avec des échéances? Avec des échéances annuelles, avec des obligations annuelles en augmentation évidemment. Et donc là, on a fait aussi une proposition de plus de 10 TWh d'ici 2028 et on attend le décret pour que les fournisseurs soient obligés. Donc là, on peut penser que derrière, il y aura des possibilités pour les producteurs de passer des contrats de gré à gré avec des fournisseurs qui vont proposer à leurs clients du gaz vert. C'est exactement ça. C'est-à-dire que les porteurs de projets n'auront plus un tarif garanti par l'État, mais auront un contrat, on espère un contrat de long terme, avec des fournisseurs qui, eux, sont obligés, puisque s'ils ne répondent pas à leurs obligations de certificat de production de biogaz, ils ont une pénalité de 100 € par certificat de biogaz. Et donc, il faut bien comprendre que le certificat de biogaz, ce n'est pas le tarif en entier, c'est le prix du gaz naturel plus le CPB qui donne le tarif. Donc, le certificat. Voilà. Très bien. Donc ça, concrétisation quand exactement On attend la sortie du décret. On a encore eu une réunion ce matin pour avoir des pour essayer de savoir si on pouvait avoir obtenu des informations de différentes administrations. Mais normalement, le décret, il est écrit. On attend qu'il soit publié. Il est passé au Conseil supérieur de l'énergie fin septembre. D'accord. Et l'autre outil, donc, c'est le système des appels d'offres. Est-ce que là, il y a des changements notoires? Alors, sur le système des appels d'offres, ils étaient prévus dans la PPE, ils n'étaient pas sortis jusqu'à présent. La DGEC nous annonce une sortie avant la fin de l'année aussi de ces tarifs d'achat. Donc là, c'est pour les unités dont le volume est supérieur à 25 gigawattheures. Donc c'est pour les plus grosses unités qui aujourd'hui n'ont pas de solution de rémunération à part passer en BPA. Donc l'équivalent des PPA direct, de gré à gré. Hein. De gré à gré avec des industriels qui voudraient décarboner. Aujourd'hui, c'est des solutions qui vont se développer mais qui sont encore balbutiantes. Oui, pour le moment, le schéma, et c'est pour ça qu'on s'y attarde un peu, c'est l'injection directe sur le réseau. Là, après, au niveau industriel, qu'est-ce qui manquerait? Après, il y aura des questions-réponses. Qu'est-ce qui manquerait là dans les dispositifs pour aller plus vite?
Alors, il y a un certain nombre de choses qui avancent quand même, hein, puisque il y a une reconnaissance du biométhane dans l'ETS, donc l'obligation pour les industriels de se décarboner. Il va y avoir une ouverture du marché des garanties d'origine au début de l'année prochaine. Donc, on voit que le marché du biométhane se développe. Il va se développer aussi en Europe. Il y a des objectifs très importants en Europe de plus de 380 TWh en Europe. Donc on voit qu'il y a une appétence aujourd'hui, il y a un besoin de reconnaissance en fait de la valeur CO2 du biométhane, puisqu'on estime qu'on réduit l'impact CO2 entre 5 et 10 fois par rapport à du gaz naturel fossile, et on sait que de toute façon, il y aura besoin de gaz, même en 2030, même en 2050. Et puis on entend de plus en plus, même au niveau du grand public, hein, la méthanisation, le terme de méthanisation, l'impact méthane au niveau de gaz à effet de serre. Là, on n'a jamais autant parlé de ce gaz-là depuis quelques jours, me semble-t-il. Alors peut-être c'est l'effet COP, je ne sais pas. Alors je pense que c'est l'effet COP, mais l'impact méthane, on le connaît depuis longtemps. Moi, ce que je vois, c'est que sur cette filière, il y a énormément d'innovation aussi. Et donc, on n'est pas juste sur la production du gaz, on a aussi la question de la production du digestat et du remplacement des engrais fossiles par des engrais naturels. Et demain, on aura aussi la question de l'utilisation du CO2 biogénique, qui est aussi un coproduit, je veux dire, de la méthanisation. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est aussi la deuxième phase de la filière sur cette partie innovation, c'est la valorisation de ce CO2 qui peut être utilisé et qui peut remplacer du CO2 fossile. Ça, c'est l'étape d'après. Est-ce qu'il y a des questions sur cette séquence du cadre, des aides, des soutiens divers, du marché aussi, hein, le marché du biogaz? Est-ce qu'il y a des questions pour Cécile Frédéric dans la salle? Là, il y a une question devant, ici. Ça arrive, le micro arrive. Alors, une question courte, s'il vous plaît. On aura une réponse courte. Bonjour. Est-ce qu'il y a des aides spécifiques pour la filière biogaz issue des stations d'épuration? Est-ce qu'il y a des procédures, des choses spécifiques notamment en termes d'investissement pour aider les stations d'épuration à mettre en place les unités de... Alors, je ne suis pas une spécialiste des stations d'épuration, peut-être que Jérémy pourra mieux répondre que moi, mais il faudrait que vous retourniez vers l'ADEME, parce qu'il y a des subventions à l'investissement de l'ADEME qui sont prévues, ça dépend des régions aussi, il peut y avoir des capages de subventions, donc là je vous laisserai vous retourner vers l'ADEME plutôt, et vers votre région. Voilà. Dans le rugby, on dit on tape en touche dans ces cas-là, mais renvoie depuis les 22. Alors, on ne peut pas tout savoir. Hein. Ce sont effectivement des choses très spécifiques, des milieux très spécifiques, notamment sur les déchets. Monsieur. Oui, une question courte aussi. Concernant les développements des pays européens qui devraient suivre derrière le biométhane, vous auriez quelques pays, on va dire, avec qui vous travaillez, qui pourraient en gros suivre un peu le dynamisme français? Alors aujourd'hui, donc vous avez un rapport très très bien fait par European Biogas Association qui vient de sortir, qui va vous donner tous les volumes sur les différents pays. Aujourd'hui, il y a un développement important en Grande-Bretagne. Il y a un développement en Italie aussi qui utilise le GNV depuis très longtemps. L'Espagne commence à se développer aussi. Il y a aussi l'Allemagne qui, elle, était partie sur la cogénération et qui est en train aussi de basculer vers l'injection. Donc l'Europe est quand même, je vous dis, un objectif très important, 380 TWh en 2030, c'est important. Alors une dernière question peut-être? Oui, juste à côté. Oui, bonjour. Je serais intéressée d'avoir votre perspective, votre vision sur le développement de la filière pyrogazéification et notamment sur la possibilité de voir émerger un tarif d'achat dans les prochains mois ou prochaines années. Alors sur ce qu'on appelle nous les nouvelles filières, pyrogazéification, gazéification hydrothermale, il y a un appel à projet, on attend, il y a eu un AMI, on attend les appels à projet. Aujourd'hui on n'a pas de visibilité
sur la date de sortie de cet appel à projet sur la Pierrot. L'administration dit que ça va sortir, voilà, que c'est une question aussi budgétaire. Alors c'est ça, c'est budgétaire ou est-ce qu'on est timide parce qu'on attend de voir ce que ça va donner? Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise en compte de ces nouvelles filières. Après, on est aussi dans un cadre réglementaire, enfin dans un cadre financier contraint. Mais l'appel à projet doit sortir normalement. Alors une ultime question au fond là-bas de monsieur. On pourra revenir après hein, sur le jeu de questions-réponses à la fin de la table ronde pour tout le monde. Bonjour, moi c'était une question concernant justement le bio CO2. Est-ce qu'il y a des aides et à quel horizon prévus pour les projets de par exemple méthanation, donc récupération du CO2 qu'on va coupler pour faire avec de l'hydrogène pour faire justement du méthane et revaloriser ce CO2 là? Est-ce qu'il y a des aides prévues et à quel horizon? Alors, on avance sur la pyro, on avance un peu sur la gazéification hydrothermale, la méthanation. Aujourd'hui, honnêtement, ce n'est pas forcément dans le scope de l'administration. On n'attend pas à court terme ni des tarifs, ni un cadre réglementaire. Peut-être d'ici 2030 et dans la PPE qui est en train d'être mise en consultation et qui devrait sortir mi-2024, mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de discussion sur la méthanation. D'accord, donc ce serait plutôt aux entreprises porteurs de projets de ce type à financer seuls ce genre de projet, quoi. Oui, aujourd'hui, il y a des démonstrateurs qui ont été mis en place, mais on en est à ce stade-là. Merci. Merci à vous. Nous allons maintenant regarder de plus près quelles sont les conditions économiques aujourd'hui pour développer un projet de méthanisation, alors j'allais dire classique hein, pour le coup, sur de l'injection au réseau. Je demande à Yannick Dufaux, qui est à l'origine d'un méthaniseur agricole collectif en Gironde, et à Jérémy Priarolo de l'association Solagro, de monter à leur tour sur scène. Bonjour à vous deux, rebonjour, on s'est un tout petit peu vu avant quand même, on va le dire. Donc nous allons faire un focus progressif, depuis le cadre général donc dessiné par Cécile Frédéric, au cas particulier de l'agriculteur Yannick Dufaux. Alors il n'est pas complètement agriculteur, c'est quand même lié à une exploitation agricole, il va nous l'expliquer. Donc un cas qui fait partie d'une étude que vous avez pilotée, Jérémy Priarolo, pour le compte de GRDF sur l'injection de biogaz dans le réseau. Et je précise que vous êtes donc le responsable de l'activité méthanisation de Solagro, association française de référence en matière de biogaz basée à Toulouse. Et je précise aussi que nous avons droit aujourd'hui à Energaia au premier rendu public de cette étude nationale qui actualise les données au regard d'un cadre qui change. Alors je suis peut-être trop avancé, hop, voilà. Un cadre qui change, vous allez nous expliquer Jérémy. Et je voulais remercier GRDF de nous permettre cette opportunité aujourd'hui de présenter cette étude en avant-première à Energaia sur un sujet qui correspond pleinement à la thématique de cet atelier. Donc Jérémy, je vous passe la petite zapette pour que vous nous donniez un peu les grandes pistes de cette étude de cas que vous avez menée. Merci Franck, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, GRDF a souhaité évaluer dans quelle mesure l'évolution des tarifs d'achat biométhane qu'a évoqué Cécile en juin 2023 avait un impact sur la filière méthanisation en abordant différents cas types. Vous savez que la filière méthanisation en France, à différence d'autres pays européens, est extrêmement diversifiée. On n'a pas une méthanisation copier-coller en France. La méthanisation à la française, c'est finalement une méthanisation qui s'adapte à chaque territoire, à chaque type d'intrant et à chaque gouvernance. Même si on a des grandes familles qui se dessinent, qu'on a ici schématisé en autant de cas types, permet de traduire finalement la diversité de la filière française en la rassemblant par 4 grandes familles qui diffèrent en termes de tonnage mobilisé. Plus on va vers les cas type 4, plus on a une quantité de matière mobilisée qui est importante, qui diffère aussi par la gouvernance des projets plutôt agricoles individuels comme dans le cas type 1, plutôt agricole collectif dans les cas type 2 et 3, ou plutôt portage type industriel dans les cas type 4. Et ensuite, il va avoir aussi des conceptions d'installation qui peuvent être variables avec plus ou moins d'ouvrages de digestion, une injection de gaz dans les réseaux sur des débits qui peuvent être aussi assez variables. Donc en définitive, on a le cas type 1 avec un projet plutôt individuel ou petit collectif à 75 m3 dans le réseau, avec un seul ouvrage de digestion pour digérer la matière sur ces petites tailles et un stockage de digestat 6 mois ensuite.
sur une base une ration qui est très majoritairement effluent d'élevage, fumier lisier et moitié culture intermédiaire et autres coproduits végétaux. Un cas type 2 qui mobilise plutôt 18 000 tonnes de matière. On est sur un projet un peu plus important, soumis à enregistrement en termes d'installation classée, qui va injecter le double, donc environ 150 mètres cubes de méthane dans les réseaux. Donc on produit l'équivalent de 15 gigawattheures par an, comparé au terawattheure. Donc on voit bien qu'il faut multiplier ces projets et massifier pour peser dans les réseaux. Un cas type 3 autour de 22 000 tonnes, plus diversifié dans la ration, qui va associer notamment des coproduits, des biodéchets, dont on parle de plus en plus. Vous savez qu'en 2024, on a une obligation de tri à la source qui va s'étendre à tout acteur du territoire et qui va permettre d'amener sur le marché, quelque part, des biodéchets qui ont un potentiel énergétique et un potentiel fertilisant qui est vraiment très intéressant pour compléter la ration des méthaniseurs. Et enfin, un cas type 4, donc plutôt d'envergure industrielle, qui représente plus de 30 000 tonnes par an, avec des intrants qui sont quasi exclusivement des biodéchets d'origine industrielle ou de collectivité, avec plus de 250 mètres cubes heure injectés dans les réseaux. Donc là, on est à la limite de ce qui peut être faisable en termes de tarifs d'achat réglementés. Au-delà, on passe sur les systèmes d'appel d'offres qui ont été évoqués par Cécile en amont. Cette diversité, elle se traduit aussi dans le nombre de méthaniseurs en fonctionnement. Vous voyez que le cas type 1, c'est en gros une installation sur 5 dans le parc français. Le cas type 2, c'est plutôt 40%, et c'est vraiment la filière qui a en plus forte croissance. Donc des projets de territoire sur des dimensions permettant un effet d'échelle sans être non plus de taille très importante. Et cas type 3 et 4, c'est respectivement 15 et 10%. Vous voyez qu'on a une diversité, mais quand même quelques solutions un peu dominantes qui émergent sur la filière. Quand on fait le travail finalement de traduire ces cas types en approche d'indicateurs financiers, c'est la diapo suivante, en fait on va les traduire en investissement, donc on parle de CAPEX, on va aussi traduire ces projets en charges de fonctionnement, donc OPEX, et mettre en perspective ces investissements et ces charges avec des recettes qui sont liées en l'occurrence exclusivement à la vente de biométhane sur un tarif qui est sécurisé, qui est garanti sur 15 ans et qui maintenant effectivement suit de manière très très fine l'inflation et notamment aussi les coûts d'énergie électrique, avec deux évolutions par an, ce qui permet d'avoir un suivi très rapproché de la filière. En fait, l'analyse qu'on a pu mener montre que, suite aux actualités assez récentes dans la filière méthanisation et même plus globalement dans l'actualité européenne, on a une inflation sur les coûts d'investissement qui est assez marquée, avec un effet cliquet. On a du mal actuellement à voir refluer les budgets à la baisse, même si les indices de prix commencent à redescendre. Donc les investissements, vous voyez, ils vont tourner entre 6 à 16 millions d'euros d'investissement. Bon, c'est des coûts moyens. Vous voyez, on traduit aussi la variété de l'approche capitalistique de la méthanisation qui s'adapte à différents portefeuilles aussi. Le cas type 1, par exemple, c'est 6 millions d'euros d'investissement pour des charges de fonctionnement qui vont tourner autour de 560 000 euros, donc vraiment toutes charges comprises, l'exploitation du méthaniseur, l'achat des matières, les frais logistiques, les frais de maintenance, de renouvellement d'entretien, les frais qui vont être associés à l'exploitation d'un site et aux consommations énergétiques associées, pour 1 million d'euros de chiffre d'affaires lié à la vente de biométhane. Dans cette approche ici, on n'aborde pas encore effectivement tous les relais de croissance qui ont été évoqués auparavant, que ce soit la valorisation du bio-CO2, on va en discuter en suivant. Là, c'est vraiment le périmètre méthanisation classique. L'excédent brut d'exploitation, donc l'EBE dégagé, en moyenne sur 15 ans, il va tourner autour de 500 000 euros quand on fait la vision avec un business plan pluriannuel. Et en définitive, en mettant en perspective ces différents indicateurs, on arrive à des taux de rentabilité interne, des TRI, qui vont tourner ici autour de 7%, avec un besoin de renforcement des fonds propres au moyen d'aides à l'investissement, que ce soit des aides de l'ADEME, donc nationales, européennes avec les fonds fédéraux ou régionales avec les fonds régionaux qui peuvent être autour de 17%. On peut dire que c'est correct. On peut dire que c'est correct. On peut dire que ce recours à ces aides, il va être très variable d'une région à l'autre. On est dans une région ici en Occitanie qui a encore un dispositif de soutien qui est assez présent et qui soutient la filière qui est peut-être plus en émergence, on l'a vu tout à l'heure sur la carte, que dans d'autres territoires nord français. Donc c'est des aides qui sont encore accessibles. On a de la marge, c'est ça? On a de la marge de progression et c'est bien qu'on soit ici nombreux parce qu'on a effectivement du pain sur la planche pour rejoindre une saine émulation qui se crée entre régions et qui permet effectivement d'avoir des ambitions assez élevées. Et donc pour combler effectivement cet écart de développement, le soutien à la filière est peut-être plus important qu'ailleurs, à condition bien entendu de démontrer la pertinence de ces projets. On pourra en discuter, ce n'est pas des aides qui sont automatiques, loin s'en faut. Il faut pouvoir démontrer que les projets sont vertueux, qu'ils accompagnent une transition aussi agroécologique, agricole marquée, des projets qui vont se traduire aussi par une efficacité énergétique certaine. Voilà. Et sous ces conditions-là, on peut atteindre ces taux d'aide qui sont nécessaires pour permettre d'atteindre ce qu'on appelle le DSCR, donc le taux de couverture de la dette, le rapport entre l'EBE dégagé par le projet sur l'annuité de remboursement d'emprunt, qui doit dépasser autour de 130% pour permettre de sécuriser le projet d'un point de vue bancaire.
Sur le cas type 2, les investissements augmentent assez logiquement, même si on a un premier effet d'échelle qui commence à se traduire parce que le projet double en taille en termes d'injection, mais ne double pas en termes d'investissement, puisqu'on a beaucoup de frais fixes qui sont un peu plus amortis. Donc on est à 10 millions d'euros d'investissement. Les charges montent à 1 million d'euros et les recettes doublent à 2 millions d'euros d'investissement. Le BE moyen est à 900 000 euros et on retrouve cette notion de rentabilité à 7%, ce taux de couverture de la dette à 132%, avec un besoin de subvention qui est encore aussi assez important sur ces projets qui vont engendrer une logistique souvent un peu plus importante parce que les projets sont un peu plus, plus collectifs, plus territoriaux aussi. Le cas type 3, on évolue à 12 millions d'euros d'investissement. Le BE, je ne passe pas tous les chiffres, est en gros à 1,2 million d'euros d'investissement. TRI plus dynamique à 8,5% qui est aussi nécessaire parce que le risque est plus important côté porteur de projet. On dépend davantage de ressources extérieures, donc on a une moindre maîtrise de la ressource. Donc nécessairement, cette prise de risque accrue doit être compensée par une rentabilité un peu plus élevée aussi pour pouvoir compenser ce risque. Et enfin, le dernier cas type qui est assez différent des trois autres puisque on est en termes de technologie sur des technologies plus poussées, surtout sur le pré-traitement de la matière, 16 millions d'euros d'investissement. Un EBE qui avoisine les 3 millions d'euros d'investissement et des projets qui peuvent être aujourd'hui autonomes en termes de montage financier, des TRI 10%, sans recours à des aides à l'investissement, compte tenu de la densité énergétique de la ration qui est souvent plus marquée. Donc il y avait une question tout à l'heure sur les steps. Est-ce que ça peut rentrer là-dedans ou pas? Effectivement, donc les steps elles vont avoir leur propre tarif d'achat qui n'est pas un tarif d'achat classique, effluent d'élevage ou ressources industrielles. On a vraiment un montage qui est très spécifique sur une filière qui tente à traiter ses seuls sous-produits, donc avec une approche financière qui est dédiée à la filière station d'épuration, là où on a des cas types qui reflètent des installations qu'on appelle en codigestion, où on va mélanger différents types de ressources, agricoles, industrielles, municipales, mais sans les ressources de sous-produits d'assainissement, qui sont vraiment traitées à part, dans une filière qui est assez étanche de ce point de vue-là. Alors, ces projets de méthanisation, compte tenu de la baisse tendancielle des aides, des soutiens à l'investissement et puis la nécessaire amélioration des projets, peuvent faire appel à différents leviers d'optimisation pour être encore plus vertueux d'un point de vue environnemental, énergétique et d'un point de vue aussi financier. On est sur une approche qui est une approche concertée quelque part. Et ces leviers ils peuvent toucher à différents points d'attention, que ce soit par exemple l'optimisation de l'investissement. Ça peut passer par l'optimisation du dimensionnement. On a des méthaniseurs actuellement qui, suivant l'évolutivité, qui vont pouvoir supporter, vont avoir des conceptions plus ou moins larges en termes de dimensionnement. C'est un premier axe de progrès. La standardisation qui est quand même à l'œuvre dans la filière française au niveau des process méthanisation et épuration permet aussi de voir baisser les coûts d'investissement, notamment quand on travaille les projets par grappe. On a de plus en plus de territoires avec des approches concertées, collectives à une échelle par exemple départementale pour avoir des achats groupés, pouvoir mutualiser aussi bien des coûts d'investissement que des charges de fonctionnement. Et c'est certainement un levier très efficace pour aussi créer des réseaux et pas être chacun sur sa propre méthanisation, ou alors qu'il y a vraiment des belles synergies à imaginer pour, par exemple, optimiser le passage de techniciens, pour optimiser les frais d'épandage quand les projets sont très ça, proches. typiquement, c'est lié au monde agricole qui a cette culture du collectif ou pas? Oui, effectivement, ça s'inscrit très bien dans le réseau des CUMA en particulier, où il y a vraiment ce côté collectif. Le côté aussi coopératif vraiment peut être mis à profit et peut permettre effectivement d'éviter des concurrences stériles entre projets, parce que les concurrences peuvent exister, mais on est certain que les gains à trouver à travailler ensemble sont très très largement supérieurs à des concurrences inutiles sur les projets. Et je pense que Yannick pourra en témoigner. Diminuer les capex, ça passe aussi par maîtriser l'enveloppe prévue. Donc ça passe aussi par le fait de bien s'entourer en termes de maîtrise d'ouvrage, d'avoir les bons assistants à maîtrise d'ouvrage et les bons maîtres d'œuvre, et de travailler les interfaces, notamment méthanisation, épuration et tout ce qui est aménagement du site, pour éviter les dérives d'enveloppe qu'on a pu constater malheureusement sur des projets de méthanisation entre le prévisionnel et le réalisé, et des consommations d'enveloppes qui derrière peuvent être anticipées autant que possible. Sur l'optimisation des charges, on en parle beaucoup, et notamment aujourd'hui à Neyergaïa, sur le recours aux énergies solaires pour permettre de maîtriser d'effacer une partie de la consommation d'énergie électrique. Ça peut être 20 à 30% grâce à la couverture des bâtiments en toiture solaire photovoltaïque. Couverture qui est d'ailleurs imposée par la loi depuis juin 2021. Donc on a quelque part la réglementation installation classée qui vient rejoindre l'efficacité énergétique, et quelque part d'une contrainte de couverture, on peut faire une opportunité d'un peu plus d'indépendance par rapport au coût du réseau, et l'envolée des prix d'énergie électrique montre l'importance de maîtriser ce poste-là.
Et le troisième levier qui est complémentaire aux autres, c'est l'optimisation des recettes, avec là aussi, de la même manière que pour l'énergie électrique, une concordance entre la loi qui vient imposer une couverture des ouvrages de stockage de digestat pour maîtriser les émissions de fuite et de méthane et de N2O, et quelque part qui peut être optimisé pour installer une couverture notamment par exemple flottante, récupérer ce méthane résiduel et venir augmenter les recettes de 5 à 10%, voilà, suivant les temps de séjour, optimiser l'empreinte énergétique et gaz à effet de serre du projet et bien sûr l'économie, puisque tout ça est lié. Là, tout à l'heure aussi, on avait une question sur le bio-CO2. Aujourd'hui, alors un peu sur des tailles différentes, comment on valorise le bio-CO2 ? Est-ce qu'il y a des pistes déjà aujourd'hui ? On a plus que des pistes sur les 650 sites, merci, qui sont en fonctionnement. On a actuellement 15 installations qui valorisent déjà à l'instant T leur bio-CO2. Ce CO2 biogénique qui vient se substituer effectivement du CO2 fossile, notamment dans la moitié nord de la France, où le CO2 vient de la production d'engrais minéraux. Il vient substituer notamment le CO2 dans des usages de type serre pour l'instant, des serres maraîchères, horticoles, qui utilisent du CO2 pour enrichir en fait l'atmosphère et booster la photosynthèse. Quelque part, c'est très important pour optimiser la production végétale au mètre carré, dans un contexte où le CO2 est une molécule d'intérêt qui intéresse beaucoup de secteurs, notamment les boissons gazeuses, mais pas que, plus de 350 applications, et où les serristes viennent quelque part en dernier servi par rapport à tous ces acteurs qui peuvent payer un CO2 premium, ils viennent en dernier recours, et donc ils sont très intéressés pour avoir accès à un CO2 biogénique et d'un prix stable dans le temps. Mais au-delà de cet usage serre, on a de plus en plus d'usages de traitement en station d'épuration, boissons gazeuses, production d'algues, beaucoup d'efforts de développement qui se déploient et qui fait que c'est un vrai relais de croissance. Là aussi pour optimiser l'empreinte carbone des méthaniseurs, éviter de rejeter ce CO2 alors qu'il est déjà purifié par le principe même d'épuration, et venir localement renforcer l'économie circulaire en apportant une source de produits à d'autres acteurs. Optimiser les recettes, c'est aussi améliorer l'isolation des digesteurs, des murs, des voiles. Ça paraît tout simple, mais en fait, c'est une mesure très efficace aussi pour maximiser l'énergie injectée dans le réseau et éviter de détourner du gaz dans les chaudières. On a des installations, y compris en Bretagne, avec des climats moins favorables qu'à Montpellier, qui n'allument jamais leurs chaudières finalement parce qu'elles sont complètement hermétiques et récupèrent toute l'énergie produite. Bon vieux principe de la sobriété, cher à Négawatt, dont Solagro est un pilier. Oui, il me reste persuadé que, aussi pertinents ces projets soient-ils, on reste effectivement sur un premier levier de sobriété avant de développer la méthanisation qui doit arriver sur des systèmes déjà vertueux. Et le dernier levier, et après je passerai la parole pour ne pas être trop long, c'est cette question des biodéchets qui agite beaucoup la filière puisque c'est aussi une source de diversification des intrants, de la ration, qui permet d'offrir des solutions aux collectivités locales qui sont souvent en déficit de solutions au-delà des compostages de proximité. Et ces soupes de biodéchets peuvent être un moyen aussi d'optimiser les revenus, mais d'ancrer encore un peu plus ces projets dans leur territoire d'accueil. Donc avant de vous passer la parole pour quelques questions rapides à Jérémy d'explicitation, peut-être un complément de Cécile, Frédéric. Oui, je voulais rebondir sur la question des biodéchets, parce qu'on en entend beaucoup parler en ce moment. Je suis souvent interrogée sur le sujet. En fait, ce qu'il faut comprendre pour nous, enfin en tout cas pour la filière, c'est que les biodéchets, en termes de volume, c'est pas forcément extrêmement important, puisqu'on estime à 10 TWh en 2050. Par contre, en termes d'acceptabilité des projets et d'intégration des projets dans leur territoire, je pense que c'est quelque chose de très important. Et donc, nous, évidemment, on pousse les collectivités à essayer de développer ces projets, d'aller vers des méthaniseurs soit déjà existants qui accepteraient des biodéchets, soit de développer des stations, enfin des unités. Mais voilà, le biodéchet, c'est vraiment quelque chose qui permet de rattacher le consommateur au producteur. Et ça, c'est extrêmement important. Je pense que c'est aussi un levier pour inciter les gens à trier. Répondre à un besoin. Est-ce qu'il y a une ou deux questions à Jérémy Priarolo sur ce rendu très synthétique, hein, merci, d'une étude qui est allée loin au niveau de l'analyse économique, de ce qui marche, de ce qui peut marcher. Est-ce qu'il y a une question ou est-ce qu'on enchaîne tout de suite avec Yannick Dufaux qui fait partie du panel, hein, Yannick Dufaux. Alors on va enchaîner après. Si vous avez une question qui vient après, il sera toujours temps de nous la poser. Donc on va se pencher sur votre cas, Yannick Dufaux. Plutôt sur le montage économique de votre méthaniseur qui rassemble 9 exploitations agricoles, mais aussi une commune
et 3 intercommunalités notamment. C'est important ces participations, vous allez nous le dire plus tard. Et vous êtes aussi maire d'ailleurs d'une commune voisine de l'installation. Un projet donc né en 2016, un projet à 6,5 millions d'euros. Voilà, ça correspond à les cas entre le 2, voilà. Le cas type 1, ouais, plutôt. Cap type 1, pardon, et dans le 2, dans la composition, puisqu'il y a un certain nombre d'agriculteurs concernés, 9 exploitations, et un projet concrétisé par une mise en service le 13 octobre 2022. J'avais envie de vous demander d'abord, Yannick Dufaux, de quel besoin, justement, parler de besoin, de quel besoin est né ce projet? Écoutez, bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation. Effectivement, je suis maire de la commune de Brandin, c'est une petite commune en Sud-Gironde de 242 habitants. 2 mots sur la commune, mais vraiment très rapide. On peut dire qu'on est une commune à énergie positive, parce que nous avons du champ photovoltaïque 5 hectares 80 sur des délaissés, toiture à salle des fêtes, éclairage public au LED et un projet d'autoconsommation collective porté par la commune. Sur le territoire, en plus moi bien sûr qui portais ce projet méthanisation, qui n'est pas pu le faire sur la commune, qui était prévu à l'origine pour des raisons d'acceptabilité. Donc c'est pour ça que je suis parti sur la commune voisine pour calmer tous les esprits. En fait. Voilà. Donc pourquoi ce projet méthanisation donc, qui est né en 2016. Donc je suis Je suis également vice-président au CIFEM qui est en charge de l'énergie et des ressources locales. Et ce CIFEM avait fait une étude... Syndicat d'énergie. C'est un syndicat d'énergie, oui, tout à fait. Qui avait fait une étude en 2015 sur le potentiel méthanogène sur notre territoire par Solagro. Potentiel où il pouvait ressortir 56 méthaniseurs sur notre territoire. Donc nous, il n'y a que des exploitations, petites exploitations familiales de génération en génération, on va dire 60 hectares de moyenne. Si rien n'est fait au niveau des structures agricoles, ces structures sont portées à disparaître. Bon. C'est quoi? Ce sont des élevages, polycultures? C'est quoi le profil des exploitations? Le profil des exploitations Alors c'est les polycultures élevages, élevage qui se meurt petit à petit justement. Il y a également avicole et bovin, viande, bovin, lait. Et après céréales. Un petit problème au niveau du casque peut-être. Oui, parfois ça passe pas. Et céréales. Alors effectivement, si rien n'est fait, ces exploitations étaient vouées à disparaître. Également, il y avait un lien social qui se perd entre exploitations. Ces exploitations, chacun travaille de son côté aujourd'hui, ce qui est un peu dommage par rapport à autrefois. Et ensuite après, le stockage des effluents d'élevage qui devenait un problème où il fallait faire des bâtiments qui coûtaient, on peut dire cher, et qui ne rapportaient absolument rien, où les éleveurs n'étaient pas à mesure de les faire. Donc abandon de l'élevage. Donc la méthanisation arrivait là sur un fait qui rassemblait tous ces points en fait. Donc vous arrivez sur ce projet, un projet qui à l'arrivée est à 6 millions d'euros, donc c'est une somme importante pour des agriculteurs, vous dites, qui sont en manque de trésorerie, alors que vous souhaitez bien évidemment garder le contrôle, la gouvernance de la société que vous créez au moment de l'investissement. Alors comment vous y prenez? Alors comment on s'y est pris? Il était bien évident que tout seul, ces agriculteurs-là ne pouvaient pas porter ce projet-là. C'était trop d'investissements. On a même une exploitation qui est en redressement judiciaire avec nous, qui est en redressement parce qu'elle a intégré la SAS Agri-Énergie. Donc ils lui ont laissé une chance de se sauver. Hein. On l'a été liquidé, vous voulez dire. Sinon aujourd'hui, elle n'existerait plus. Donc bien sûr, pas de moyens. Donc au départ, on était parti sur un projet, on était à 4 millions d'euros. Après on est passé à 5, on a fini à 6,5. Donc on ne pouvait pas partir tout seul, donc du coup j'ai cherché des partenaires à côté, bien sûr en conservant les agriculteurs majoritaires. Donc on va passer directement au capital d'aujourd'hui. Donc on a commencé en 2016 par créer une association en fait pour développer ces parties-là, pour aller chercher des subventions publiques qu'une SS ne peut pas. Et ensuite après, quand le projet s'est vu accepté au niveau environnement et au niveau citoyen, hein, surtout d'après les réunions publiques qu'on a fait, les concertations, on a créé la SAS Agri-Énergie pour passer à la phase développement. Alors aujourd'hui, le capital est constitué donc de 9 agriculteurs qui détiennent 74% des parts. Ensuite, il y a l'ADAR, Association de développement agricole et rural, qui est une antenne de la Chambre d'agriculture qui a 12,5% des parts. Ensuite, il y a la commune de Rosse qui a 2,5% des parts. Et 3 communautés de communes, le Réolais en Sud-Gironde qui a 2%, le Sud-Gironde qui est Langon qui a 2% et le Bazadais qui a 2%. Alors pourquoi ces 3 communautés de communes? Parce qu'en fait les agriculteurs gravitent sur ces 3 communautés de communes-là. Il y a également le département de la Gironde qui a 2% et 3 industriels. 3 industriels, donc Langon Distribution qui est Leclerc avec 1%, Saint-Fruit qui est le groupe Le 5 qui a 1% et la distillerie de Saint-Martin-Sescas qui a 1%.
Une participation donc symbolique des collectivités et des entreprises, c'est comme ça que vous le définiriez? Oui, alors 1%, 2%, etc., ça ne parle pas trop. Bon, on a un capital de 40 000 euros. Alors vous allez me dire 6,5 millions d'euros d'investissement, 4,7 millions d'emprunt bancaire, un capital de 40 000 euros, c'est quasiment dérisoire. Mais ça, c'est ce que je soutenais fort. Pourquoi? Parce qu'en fait, 74% de 40 000, où au moment donné, on voulait nous mettre 400 000 euros de capital, 74% de 400 000, les agriculteurs n'auraient pas pu y aller en étant majoritaires. Donc comme ça a permis que les agriculteurs puissent venir et rester majoritaires. Une collectivité apporter 2%, 800 euros, sur des budgets à plus de 10 millions d'euros, c'est dérisoire. Mais on n'attendait pas l'argent de la collectivité, on attendait le soutien. En fait. Le soutien, qui veut dire que je suis là aujourd'hui pour en parler, sinon je ne serais pas là. Si on n'avait pas fait ça, je ne serais pas là. Donc là, il y a les agriculteurs, les collectivités, les industriels. Et il manque un acteur, donc ils ne sont pas effectivement dans le capital, mais ils sont dans la dette, parce qu'on a levé 500 000 euros via la plateforme participative Mimosa, où on a 1100 personnes qui ont contribué en fait au projet. Alors là, j'ai aussi une question. Bon, on comprend bien l'intérêt de l'appropriation, du lien avec les citoyens, mais par contre, d'un point de vue économique, quel intérêt, puisqu'on sait très bien aujourd'hui sur du participatif qu'on est largement au-dessus du coût d'une banque. Alors effectivement, c'est 500 000 euros, donc remboursables à 6 ans et demi. Et en intérêt, on est à 5,25%. À l'époque, quand on a souscrit, le livret A était à 0,75. Voilà, donc vous voyez quand même l'écart, donc effectivement. Mais c'est l'intérêt de l'acceptabilité aussi, en mettant les citoyens à l'intérieur, ça prouve une acceptabilité. Donc, ce qui fait que nous, sur ce projet, c'est un projet agricole, mais de territoire, parce qu'on a tous les acteurs d'un territoire réunis sur cette unité de méthanisation sur Agri-Énergie. Acceptabilité et quelque chose à montrer au niveau des banques aussi peut-être? Alors effectivement, 40 000 euros de capital, 4,7 millions d'emprunt bancaire avec un prêt avec à 1% pour le taux principal. Ça a aidé bien sûr la banque à nous financer également, qu'on ait tous les acteurs, que ce projet soit reconnu par le grand territoire quoi, en fait. Si c'était à refaire aujourd'hui, dans les conditions actuelles, qu'est-ce qui change pour vous? Aujourd'hui, des agriculteurs comme nous, enfin, pas moi parce que moi je ne suis pas agriculteur, je suis conjoint d'agricultrice, mais on n'a pas le choix, on est obligé de se regrouper ensemble pour faire des projets comme ça, nous, petites exploitations familiales. Sinon on ne pourra pas. On ne pourra pas monter des projets, les banques n'accepteront jamais un investissement de la sorte pour financer pour des petits agriculteurs. Ce n'est pas possible. Donc on est obligé de s'entourer. Aujourd'hui, sur des territoires, on a besoin de tout le monde quoi, en fait. Et nous, le sol est quand même très important. Le sol, c'est les agriculteurs qui le cultivent. Donc on a besoin des agriculteurs, on a besoin des collectivités, des citoyens et des industriels. Dans le bilan économique, on n'en a pas parlé pour le moment, la question du digesta, de la valorisation, est-ce que ça c'est quelque chose qui est important, qui est accessoire? Comment vous le mettrez? Aujourd'hui, les agriculteurs, on a 9 agriculteurs actionnaires, on a des agriculteurs qui nous sont simples apporteurs, qui apportent des cultures, qui récupèrent des cives, des cultures intermédiaires, et qui récupèrent du digesta, qui vient en diminution d'apport d'engrais chimiques. En fait. Donc ils ont, pour l'instant, on leur rachète les cives, la SAS rachète les cives, et ils ont le retour au sol du digesta. On prend juste un peu de frais d'épandage, 2,50 € m3 en frais d'épandage, et tout le reste c'est gratuit, donc pour eux c'est un plus. Et comme c'est vous, pardon Jérémy, vous pourrez compléter par rapport à justement cet aspect peut-être agronomique, c'est racheter ces cultures à un prix du coup, je pense, intéressant pour l'agriculteur, puisque c'est vous qui êtes aux manettes, peut-être ça n'aurait pas été le cas sinon. Alors effectivement, les agriculteurs détiennent le projet, malgré tous les acteurs qui sont tous les actionnaires, ce sont les agriculteurs, tout le monde est autour de la table bien évidemment, mais ce sont les agriculteurs qui ont le dernier mot en fait. Donc l'idée, en fait, c'est de soutenir, de développer et de pérenniser ces exploitations-là. Je dis ça parce que concrètement, il y a eu des pressions pour que ça soit pas cher. Comment ? Il y a eu des pressions de l'extérieur quand vous n'étiez pas encore... Oui, tout à fait. On a eu des pressions de l'extérieur qui voulaient reprendre la main sur les agriculteurs, donc j'ai refusé fermement. Et il fallait que nous, on se plie à leurs désirs, alors que c'est nous qui avions monté le projet, donc on a refusé. Et pour une fois, j'ai dit, vous vous adaptez à nous, mais pas nous à vous. Donc ils ont refusé de venir, voilà. Mais on est là quand même. Jérémy, peut-être sur cette question du digesta et de la substitution et au niveau économique, hein, comment on le rentre là-dedans?
C'est clairement effectivement aussi un relais de croissance en termes de recettes. Alors on ne l'avait pas intégré sur le projet Green Energy en termes de recettes parce que c'était vraiment prévisionnel et on attendait de voir comment les terres et les cultures allaient réagir au retour de Digesta pour pouvoir l'intégrer. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ce que nous manifestent les agriculteurs, c'est que c'est une vraie économie. Alors ça peut être 20-30% d'économie d'achat d'engrais minéraux. Là, on est sur 1 an de fonctionnement. Donc Un an d'épandage. encore un peu court pour avoir vraiment tous les retours. Mais on a vraiment ce gain quand on regarde de manière un peu plus globale en France, qui est d'autant plus puissant chez les bio parce que c'est un gain de rendement qui est direct, là où l'azote était vraiment un verrou pour déplafonner les rendements. Et c'est une économie certes d'engrais, et pour le territoire, c'est aussi éviter des émissions de gaz à effet de serre liées à ces engrais minéraux. Donc on coche aussi des cases environnementales, économiques, sociales, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de très complet. Ouais. Ok, on a des retours d'expérience, on en a parlé parfois au niveau régional, de gens qui arrivent à une substitution totale des engrais chimiques. Donc c'est peut-être des cas particuliers, mais ça existe. On a le cas pas très loin d'ici, effectivement, on n'a pas beaucoup de méthaniseurs dans le territoire, mais on a le cas de Biométrie 34 à Florensac, près de Béziers, 2 frères très dynamiques, les frères Carrier, effectivement qui sont céréaliers, qui ont mis en place un méthaniseur dans une optique de couverture des sols pour limiter tout le ruissellement des sols avec les épisodes Sévenol vers la mer concrètement, et qui notent vraiment une réduction très marquée des engrais minéraux à acheter sur leur ferme. Donc c'est très probant. Ouais. Frédéric. Oui, moi je voulais rebondir sur la question de la résilience des exploitations agricoles et ce que vous disiez sur les éleveurs. On a fait une étude filière portée par France Gaz Renouvelable et les agriculteurs méthaniseurs de France sur justement évaluer la résilience des exploitations agricoles qui sont adossées à une méthanisation. Et on voit bien que ces exploitations, notamment sur les exploitations d'élevage, elles sont beaucoup plus résilientes quand elles sont adossées à une unité de méthanisation. Et vous pouvez retrouver cette étude sur notre site internet. Merci. Des questions pour Yannick Dufaux, peut-être des questions complémentaires aussi pour Cécile Frédéric et Jérémy Priarolo sur ce qui a été dit. Donc une question là-bas. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter aussi? Je ne l'ai pas demandé tout à l'heure, effectivement, pour qu'on sache un peu qui pose la question. Bonjour, je suis responsable de la société EMA, qui est une société de recherche qui travaille sur la méthanation, donc sur le CO2 issu de la méthanisation. Donc nous aussi, on a des difficultés de chercher de l'argent pour la recherche, ça c'est clair. Mais j'ai une question. Et au départ, nous, on avait plutôt... Quand je vois les flux financiers que vous devez, les paysans, sortir, je suis fille de paysan, donc je comprends votre problème. Mais est-ce que la micro-méthanisation peut être plus petite? Est-ce que j'ai vu se faire en Belgique? Je pense que Jérémy connaît bien, et ma question s'adresse à lui. Est-ce que c'est une solution? Je sais qu'ils ont aussi du mal à vivre. Est-ce que ça ne serait pas un moyen de faire des installations plus petites bon, c'est bien d'être en collectif, mais est-ce que pour moi, ça m'intéresserait d'avoir des petits appareils pour recycler le CO2 derrière la méthanisation. Est-ce que ça peut se faire sur une ferme, faire quelque chose de plus petit pour être plus efficace sur le terrain, comme ce que j'ai entendu ce matin sur le renouvelable en général, quoi. La micro, on parle de combien en mètres cubeurs? La microméthanisation en France, c'est en dessous de 80 kW électriques équivalents, donc 20 mètres cubeurs biométhane, voilà, pour donner un ordre d'idée, enfin définition. Donc il y a carrément une sorte de pilote qui vient s'installer près de la ferme. C'est un gros bungalow où il y a tout dedans, hein, c'est ça. Il n'y a pas de veto a priori en France contre la microméthanisation, qui est quand même beaucoup moins développée que le reste, qui peut être très pertinente localement si on a une structure pour nous assez importante pour pouvoir se partager l'astreinte, parce que le point clé de ces méthaniseurs, c'est que c'est du vivant. Et Yannick, il exploite le méthaniseur, il sait bien ce que c'est en permanence, c'est une astreinte permanente pour que l'installation fonctionne bien à l'optimum de ses performances. Et dans ce contexte, c'est vrai que le petit collectif, mais même ne serait-ce que 2, 3, 4 agriculteurs ou acteurs divers, c'est déjà une forme de résilience aussi pour que ces méthaniseurs soient bien exploités dans le long terme. C'est aussi un partage des astreintes, partage du stress que peut générer ces méthaniseurs notamment dans la période de mise en service. Et dans cette lecture-là, la microméthanisation, si elle doit s'adosser à un élevage qui est déjà saturé en main-d'œuvre avec peu de moyens de personnel, pour
nous, c'est plutôt un facteur de risque quelque part, parce qu'on va rajouter déjà une approche très capitalistique sur un seul élevage, rajouter du besoin main-d'œuvre sur une structure qui n'est pas forcément en capacité de supporter cette transition. Donc ça, c'est plus la vigilance que j'apporterai, c'est que la méthanisation, c'est beaucoup d'atouts pour les territoires, pour l'énergie, l'environnement, mais c'est aussi, les enquêtes le disent, une vraie main-d'œuvre en plus qualifiée à prévoir, à bien anticiper. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, Yannick Dufault, mais vous avez créé de l'emploi aussi, là. Oui, bien évidemment. Il y a quand même de l'emploi. On a 2 emplois de créer sur site, une administrative et un sur le terrain, plus moi qui m'occupe de la gestion de tout le site. Mais pas que, parce qu'on crée de l'emploi à l'extérieur. Il y a un entrepreneur qui vient nous aider pour répandre le digesta, pour les ensilages. Un concessionnaire à côté où on a quand même en valeur matérielle sur l'unité matériel roulant 1 million d'euros de plus qui s'ajoute à ces 6 millions-là, donc on n'a pas investi mais qu'on loue, mais en fait on fait travailler aussi autour quand même pas mal. Ce qu'il faudrait dire par rapport à la micro-méthanisation, nous les unités méthanisation, ça ce n'est que mon avis, je pense qu'il faut adapter l'unité méthanisation en fonction du territoire sur lequel sont les agriculteurs. Nous c'est un projet, enfin une unité, on est à 100 normaux mètres cubeurs, on livre sur le réseau de transport. C'est Gaz de Bordeaux qui nous rachète le gaz après. Mais il faut adapter le volume du méthaniseur par rapport au volume du territoire, ce que peut supporter le territoire, justement au niveau des flux des matières, quoi, en fait. Ne pas essayer de faire plus gros qu'on ne peut pour la partie agricole, quoi, bien évidemment. Merci, effectivement, on n'a pas parlé du débouché. Donc, Gaz de Bordeaux qui achète en direct sur un contrat à 15 ans 15 ans, c'est un contrat de 15 ans, oui. À 15 ans. Par contre, ce qu'on peut, sur la partie économique, si on peut revenir là-dessus rapidement, on avait fait un B-plan, donc du coup, à l'issue du projet, avant le projet, qu'on a soumis à la banque. Cette année, 1 an d'activité, donc je souhaitais refaire 1 an le point, B-plan, les chiffres réels en face. Ben, écoutez, on colle. Ça a matché. Donc on peut dire que tout ce qu'on parle, quand on parle des chiffres tout à l'heure, dans la réalité, ça se prouve sur le terrain. La preuve, on y est arrivé. Donc on a les chiffres à l'identique, on est même un peu mieux. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer avec une petite question spécifique. Alors ça y est, ou on se les garde pour la fin, parce que j'aimerais bien qu'on ait le temps de terminer. On se les garde pour la fin. On va essayer de garder ça en étant efficace. Oui, venez avec nous, Bruno Roussel. Merci de nous rejoindre sur scène. C'est la diapo suivante. Donc un retour d'expérience sur les conditions économiques aujourd'hui. Pour développer un projet, c'est l'idée de mutualiser des coûts. On en a parlé au niveau agricole, ça marche, c'est la coopération. Là, c'est au niveau, alors j'allais dire industriel, mais c'est une collectivité en l'occurrence, mais on est vraiment dans le schéma 4, là, c'est ça, si je ne me trompe pas. Et donc l'idée, c'est de mutualiser sur un poste clé, on va dire, c'est l'injection de biogaz sur le réseau, et en l'occurrence, c'est le réseau de transport, carrément, le réseau de transport Terega. Merci Bruno Roussel d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de Trifil, un établissement public de valorisation des déchets ménagers et assimilés. Donc une structure, on va le voir, qui couvre 15 intercommunalités dans le sud du Tarn et sa périphérie. Alors non, depuis longtemps, Trifil est engagé dans la valorisation énergétique des déchets. Je pense notamment au bois énergie. Vous êtes engagé depuis pas mal de temps là-dessus. Et là, vous êtes parti sur un important projet de méthanisation à l'Abbessière-Candeille dans le Tarn, avec injection dans le réseau. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une création d'usines de tri et de valorisation, donc vraiment dans le cas dont parlait Cécile Frédéric tout à l'heure, mise en service prévue en mars prochain. Expliquez-nous, Bruno Roussel, pourquoi et comment surtout vous allez mutualiser une partie de l'investissement, le raccordement au réseau. Alors comment, et pour être très très concret, on a travaillé en fait avec une structure, l'entreprise CVE, pour imaginer l'ensemble des économies d'échelle sur un plan économique, mais également des possibilités de partenariat technique. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous disposons d'un petit peu de foncier. Et donc on a, à travers un bail, permis donc à l'entreprise CVE de venir s'installer sur le site. D'accord, ils sont venus à vous. C'est des partenaires avec qui on a des relations, on a pas mal de relations de ce type. Et effectivement, on a échangé un moment. Alors qu'est-ce qu'il y avait, je reste vraiment que sur le plan économique, la possibilité de pouvoir effectivement partager des coûts d'injection. Il y a un élément, et en cela, il y a beaucoup de similitudes avec ce qu'on vient d'entendre et avec le monde agricole, c'est que nous sommes dans des territoires qui ne disposent pas d'une palette d'alternatives extrêmement importante.
nous, en matière de déchets, vous savez, beaucoup de territoires, par exemple, font le choix des incinérateurs. Mais enfin, quand vous êtes en zone rurale, vous pouvez faire de la chaleur, c'est très bien, et vous en faites quoi? Donc il a fallu qu'on réfléchisse aussi avec ces données-là, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on pouvait faire. Et là, le gaz, en l'occurrence, on dispose à 4,8 km du réseau, en l'espèce, nous, c'est le réseau Terega. Simplement, 4,8 km, ça veut dire un gazoduc, des investissements. Question, comment je partage le coût de l'investissement? Ce sont des coûts de fonctionnement. L'entretien, pareil. Comment est-ce que je partage? Il y a des coûts d'entretien. Coûts d'entretien de nos installations, si vous faites venir telle entreprise pour assurer un entretien tout seul, ou s'il vient avec 2 opérations à mener, ça s'aperçoit que ce sont des coûts qui baissent. Tout à l'heure, la diapo que vous avez projetée sur en fait, comment on optimise la recette, comment on diminue les coûts, on a pris ça, je dirais presque au pied de la lettre, en regardant à chaque fois ce qu'il en était, ce que nous pouvions faire. C'est aller aussi plus loin. On sait très bien qu'on est sur des process industriels qui ont de l'irrégularité. On peut avoir des flux un peu plus importants, on peut avoir une panne, on peut avoir... Et ça, c'est souvent ce qui fragilise et qui déstabilise. Mais quand vous avez 2 installations voisines avec des accords de partenariat, si demain, moi, j'ai une difficulté, parler des flux des biodéchets, je ne suis pas inquiet. Mon voisin me prendra pendant quelques jours ce flux, c'est-à-dire qu'on va rester totalement linéaire sur la production. On s'évitera ces coûts de rupture d'approvisionnement, de rupture de chaîne. À l'inverse, si eux sont en difficulté, c'est nous qui nous engageons et c'est prévu pour qu'on puisse les aider. Donc vous voyez, c'est vraiment la recherche systématique dans ce partenariat de réponses et de solutions aux difficultés que sont un petit peu la vie quotidienne d'installations de ce type. Est-ce que vous avez dû monter une structure commune pour pouvoir co-investir? Comment ça fonctionne? Pas du tout. De façon un peu pragmatique. Chacun est maître chez soi. Nous avons simplement... juridiquement, on a un bail. Et ensuite, ce sont des accords qui ne sont même pas sous forme... alors, si, sur l'aspect injection, sur l'aspect, il y a des contrats de partage de coûts avec Terega. Mais au-delà de cela, ce sont des accords de partenariat uniquement, qu'on n'a pas voulu d'ailleurs transformer sur un aspect contractuel, avec un certain nombre d'obligations. Il y a un moment aussi cet état d'esprit, mais on retrouve là aussi des données, en tout cas des correspondances. C'est le partage de l'intérêt que nous mettons en avant. Et dans l'état d'esprit avec lequel on travaille, tout n'est pas traduit dans des contrats. Se dire tu as une difficulté, tu pourras mettre tes flux chez moi ou inversement, c'est pas quelque chose contractuel. Ça change aussi un petit peu l'état d'esprit. On parlait tout à l'heure de territoire, on a parlé de gouvernance, on a parlé d'acceptabilité sociale. Je rajouterais cette notion un petit peu de confiance. Quand on travaille entre les acteurs sur un territoire, s'il n'y a pas un minimum de confiance, on sait très très bien, vous savez ce que c'est. Si c'est du mariage forcé, ça n'ira pas. Si c'est du mariage consenti, on s'aperçoit que ça va tout de suite bien mieux, bien plus vite, bien plus loin. Donc ce méthaniseur, ce projet, peut-être vous pouvez nous en parler un tout petit peu, donc en termes de chiffres. Et l'idée, c'est quand même, notamment avec ce partenariat, on a bien compris que ça allait au-delà de simplement partager le coût du ticket d'entrée sur le réseau. L'idée, c'est d'aller anticiper une production aussi supplémentaire. On a dit il va y avoir des obligations légales, enfin, il va se passer des choses. Et donc l'idée, c'est de prévoir la suite en fait. Alors, il y a effectivement cette idée de prévoir la suite. Il y a un principe aussi qu'on a établi sur notre territoire, c'est-à-dire que nous sommes en mesure aujourd'hui d'assurer la méthanisation de tout type d'intrants. Entre l'image que vous avez là, c'est notre usine de traitement et de valorisation de déchets. Et en fait, sur l'espace de gauche, se pose aujourd'hui le chantier. Alors, c'était des grues, c'était pas très intéressant, de notre partenaire CVE. Mais aujourd'hui, on peut tout traiter. C'est-à-dire, on traite de l'ordure ménagère, on traite du biodéchet, ménage ou professionnel, on traite du sous-produit d'activités agricoles, parce que CVE s'est spécialisé là-dedans. Alors, on n'a pas les boues, effectivement, mais à l'exclusion des boues, tout autre produit
peut aujourd'hui intégrer cette unité industrielle, ou en tout cas ce pôle industriel des énergies renouvelables. Alors là, on voit que des avantages quasiment, et on se dit bêtement, mais pourquoi ça ne se généralise pas davantage ? Qu'est-ce qui a fait que jusqu'à maintenant vous étiez sur la retenue par rapport à ça, et pourquoi vous pensez que vos collègues n'y sont toujours pas ? Alors, sur la retenue, Trifil est marqué dans son histoire, pas trop de retenue, mais on avait simplement un autre modèle, qui était celui de l'enfouissement de bioréacteurs avec production en cogénération, chaleur, électricité. Ce qui change aujourd'hui, mais également poussé par la réglementation, parce que c'est déjà un premier élément de réponse à votre question, l'évolution réglementaire, loi de transition énergétique 2015, qui nous a obligés à complètement repenser notre modèle. Et c'est en repensant le modèle, c'est des nouveaux flux. On a parlé de cette nouvelle obligation au 1er janvier des biodéchets. C'est bien évidemment des normes qui ont évolué. C'était pour nous aussi le choix d'aller vers un zéro enfouissement, ou en tout cas d'en limiter complètement l'enfouissement aujourd'hui. On l'a quand même divisé par 5, donc le résultat n'est pas anodin. Qui nous pousse à aller vers ce nouveau système, cette nouvelle unité industrielle. Qui répond en plus globalement à une refonte de notre projet industriel, puisqu'il y a 2 autres usines aussi qui viennent compléter le système. Deuxième élément, dans les freins, véritablement, il y en a un qui est une grande difficulté pour nous tous, c'est l'instabilité réglementaire. Il ne se passe pas une semaine sans que nous croisions des parlementaires, des représentants de l'État, je pense au préfet, sans que nos élus ne cessent d'insister là-dessus. Comment peut-on assurer un investissement? Comment, on parlait tout à l'heure d'exploitation, je suis issu du monde agricole, donc ce n'est pas des sujets qui me sont étrangers. Comment des collectivités peuvent investir? Notre projet industriel, je parlais tout à l'heure, 3 unités industrielles, 150 millions d'euros. Quand vous mettez 150 millions d'euros sur la table et que vous avez en permanence une épée de Damoclès, parce qu'on va vous changer ceci, parce qu'on va vous changer ceci, parce qu'on va vous expliquer que dans la collecte, là, les biodéchets, il ne faut pas les collecter comme ça, il faut les collecter comme ça. Là, il y a un moment, vous comprenez pourquoi on ne veut plus avancer. Et je pense qu'un des gros problèmes aujourd'hui pour ces engagements réside dans le fait que si immédiatement on dit, écoutez, on a entendu, là, on a des contrats de reprise à 15 ans, garantissez-moi que la réglementation, elle ne bougera pas pendant 15 ans et vous allez voir à quelle vitesse les projets vont se développer. Parce que ce soit difficile, que ce soit financièrement tendu, on a tous ces difficultés-là. Mais à un moment, on sait mesurer le risque qu'on prend. Par contre, savoir ce qui va se passer dans 2 ans, parce qu'on me change telle norme, parce qu'on me change telle règle, ça devient infernal. Donc ça veut dire qu'il faut qu'à un moment, on ait des élus, et je me tourne aussi vers des professionnels, et je pense aux agriculteurs. Il faut qu'ils acceptent de prendre un risque qui aujourd'hui n'est pas maîtrisé. Qui est capable de s'engager là-dedans? Et ça, c'est spécifique au monde des déchets, ou parce qu'on a l'impression que, c'est Frédéric, qu'il y a quand même une vision un peu plus claire au niveau de l'État pour la filière? Non, en fait non. Alors, Non, l'instabilité réglementaire, on la connaît dans la filière méthanisation, avec il y a eu l'évolution des normes ICPE, il y a l'introduction des nouveaux mécanismes, il y a les obligations d'efficacité énergétique maintenant, il y a la question demain du socle commun et du retour au sol des matières fertilisantes. Donc, non, l'instabilité réglementaire, moi ça fait 5 ans que je suis dans cette filière, je fais quasiment que du réglementaire. Voilà, donc non, on connaît aussi, et c'est un vrai frein en effet. C'est une demande aussi qu'on a de stabilité réglementaire, et en tout cas que ceux qui ont signé un contrat pendant 15 ans, ils sachent que les conditions vont être respectées pendant ces 15 ans. Si je peux me permettre de rajouter, de commenter, nous dans la phase de construction, dont tout était fait, on était en train de construire. On a eu 50 000 € de plus d'investissement du fait de l'évolution réglementaire. Il a fallu qu'on s'adapte en cours de construction et qui n'était pas financé du coup. Donc, voilà. Oui, vous avez l'exemple, vous l'avez sur la photo, là, vous voyez, il y a une bulle blanche au milieu. C'est notre unité de stockage biogaz sortie méthaniseur. On a commencé le projet, on était sur une réglementation, capacité de stockage à 30 minutes. Et un jour est arrivé un décret, passé à 3 heures. Ça du jour au lendemain.
450 000 euros. Oui, mais ah non, c'est un décret, terminé. 450 000 euros, on n'a rien fait, on n'a rien dit, et on prend 450 000 euros de plus. Donc c'est vraiment dommage. Et Ça veut dire que quand vous lancez un projet aujourd'hui, pour les gens qui sont là, il faut avoir une grosse marge derrière de l'incertitude. On se rajoute un 10% en plus. Je ne sais pas comment on calcule ça. Bah, ou alors il faut être, vous allez vous batailler tous les matins, et c'est ce qu'ont fait les équipes. Hein. Moi, vraiment, j'ai la chance de diriger des équipes assez remarquables. On est allé chercher sur le reste du projet 450 000 euros d'économie pour terminer dans les clous, parce que moi, c'est de l'argent public. Et c'est pas ah bah tiens, ouais, vous allez mettre ça en plus, ça en plus, ça en plus. Mais c'est des batailles. Alors après, on voit en termes de résultats, hein, vous interrogiez, on voit sur la production. Aujourd'hui, on est sur une perspective uniquement sur cette unité à 65 gigas. Avec CVE, donc on devrait passer la barre, en tout cas on devrait être proche du 100 gigas en biométhane. L'usine va permettre aussi de récupérer, alors ça nous est propre, hein, de récupérer du recyclable dans les ordures ménagères qu'on valorise. Le compost, vous l'avez dit, parce que c'est extrêmement important aussi pour nous. Et là on retrouve, il y a un petit peu un triptyque entre la gouvernance, c'est-à-dire on ne laisse pas le volant uniquement à des intérêts financiers. Nous sommes service public avec des élus et au service des citoyens. Donc cette gouvernance, elle est importante. La notion de territoire, très importante. Aujourd'hui, je le dis, ça fait sourire, mais c'est un petit peu ce qu'on est en train quand même de monter, une sorte de méta-vallée. Parce que Trifil, CVE, on a la chance d'avoir d'autres partenaires sur le territoire qui aussi sont ou engagés ou en phase de conclusion sur des projets de méthanisation. Petit à petit, ça commence à faire du monde. Alors là, en termes d'emploi, nous, l'usine ici, c'est 42 emplois. Hein. C'est quand même loin d'être neutre. On s'aperçoit qu'on a des fournisseurs aujourd'hui qui viennent installer des bureaux. On a un premier fournisseur qui est venu installer un bureau parce qu'il se dit, moi, j'ai de quoi mettre 2 personnes qui vont être occupées à temps plein. Alors plutôt que de les faire venir de Toulouse, de Montpellier, je vais les installer sur place. Et on commence en milieu rural, puisqu'on a une tache blanche tout à l'heure, c'est Castres. Vous voyez ça, bien. je vais pas dire de... Alors non, on est au centre du Tarn. Hein, mais ceux qui connaissent Groyer dans la série désindustrialisation et puis zone rurale, effectivement, on a du mal à faire mieux. Et petit à petit, voilà, on monte. Tout à l'heure, vous avez cité, on est en train d'asseoir aussi des filières en photovoltaïque. On a la chance d'avoir un gros acteur localement qui peut nous aider là-dessus. Quel type de couverture? Et quand on a réussi à prendre une spirale, une dynamique en tout cas suffisamment forte, eh bien on progresse petit à petit. En tout cas, on a plein de projets et d'espoir là-dessus. Et vraiment, territoire, cette notion de gouvernance, c'est-à-dire on garde la maîtrise des choses, mais les projets agricoles ont cette chance-là, pas se faire déposséder, pas être finalement un peu à la merci d'intérêts par ailleurs louables. Hein. Moi, je n'ai rien contre les industriels, mais on n'est pas plus, on se dit qu'on n'est peut-être pas plus mauvais que les autres et qu'on doit pouvoir réussir et progresser. Ok. Alors, je vous propose de prendre les questions tout de suite. Alors, liées donc à la présentation de Bruno Roussel tout de suite, ou les questions précédentes qu'on n'avait pas prises justement pour clôturer ensemble cette table ronde de fin de matinée avant de vous laisser aller déjeuner. Est-ce que donc on peut reposer les questions ou est-ce qu'il y a une question précise peut-être pour Bruno Roussel sur ce qui se passe du côté de Trifil? Alors, je pense qu'on peut prendre les questions qui étaient restées en suspens peut-être. Les déchets, on n'est pas très vendeurs. Hein. Bonjour, Hugues Fourré de la SIC Énergie Citoyenne Audoise. Ma question est plutôt pour vous parce que je pense plus à des projets de votre taille. Quelle était la distance entre les différents agriculteurs qui participent à ce projet? On a 10-15 km de rayon, maximum. Hein, maximum. Non, parce qu'en milieu rural, ça compte. Moi, je pense à plein d'agriculteurs qui sont tout petits, mais qui peuvent être très éloignés, en particulier en milieu montagneux ou autre. Et je me demandais, est-ce que c'est gérable de penser tous les transports et tout ça? Et c'est pour ça qu'il faut adapter le projet en fonction du territoire et ce que peut recevoir le territoire par rapport à la configuration des exploitations.
Oui, qu'est-ce qu'il y a une règle en la matière, Jérémy, peut-être? On peut dire sur ces projets autour de 100 mètres cubeurs que 7 km de rayon moyen pondéré, c'est un bon seuil, quoi. Mais après, comme dit Yannick, ça va varier en fonction des intrants aussi. C'est-à-dire qu'aller chercher un lisier de porc très dilué à 15 km, ça n'a pas de sens. Si par contre, c'est pour aller chercher un fumier de litière accumulée beaucoup plus sèche, là, la densité énergétique justifie d'aller chercher plus loin la matière, quoi. Donc c'est une analyse qui est sur mesure, effectivement. Mais restons sur des projets effectivement d'ancrage locaux, si on peut, pour les multiplier et mailler le territoire, effectivement, pour arriver au parc 2050 qui sera à la hauteur, quoi. Il y avait une autre question. Peut-être vous pouvez passer le micro, monsieur, derrière vous. Oui, merci. Je suis conseiller énergie partagée, donc j'accompagne les communes. Et du coup, je ramène la couverture un peu à nous ici. Il y a un développement qui est relativement faible par rapport au nord. Et il y a aussi, donc, il y a des exemples pas très lointains, mais avec le côté très profane sur la discipline que j'ai, je vois ici une activité très vitivinicole. Et je profite voilà, de l'Assemblée pour savoir si effectivement il n'y a aucune raison, le territoire avec, je vois bien la complexité des intrants, la logique de gouvernance, tout ce qu'on veut. Voilà. Est-ce qu'il n'y a aucune raison, le territoire est au moins aussi approprié, notamment sur les parties plus rurales plutôt que les grosses agglos avec des possibilités de biodéchets ou autres, enfin, voilà, ménagers. Est-ce que l'activité agricole ici dans le coin est propice à un avenir de méthaniseur? Je pense qu'elle a vraiment un avenir sur des intrants qui seront propres au territoire. C'est-à-dire qu'on ne va pas adapter, copier-coller l'approche sud de Gironde au territoire. Par contre, avec une filière vitivini, c'est aussi une filière qui produit des sous-produits, de la vinasse, des mares de raisin qui sont actuellement distillées ou pas, mais qui ont une vraie source d'énergie. Yannick, il en mobilise 2000 tonnes par an. Ça produit du méthane. C'est une matière qui est intéressante, qui doit être mélangée avec d'autres matières. On peut en mettre en gros 30% dans un méthaniseur. Et on peut compléter tout à fait avec tout ce qu'on parle beaucoup d'enherbement entre les rangs de vignes, par exemple, pour des sujets de couverture des sols, de création d'un microclimat aussi en lien avec le changement climatique. Cet enherbement, il y a des programmes à la Chambre qui sont de les récolter, cette biomasse végétale, pour venir compléter, par exemple, des mares de raisin. Ça fait un bon équilibre carbone sur azote et ça fait un bon intrant qui peut être complété avec des déchets de céréales, parce qu'il y a quand même une filière aussi de grande culture qui est présente. Donc le tout, c'est vraiment d'aller chercher ce qu'on appelle, nous, un terroir énergétique qui aura sa propre ration, qui ne sera pas celle des voisins, mais certainement que dans l'Hérault, ici au sens large, on a aussi un avenir par méthanisation plutôt végétale que issu des élevages, effectivement. Mais là, pour le coup, et là je me tourne vers vous, Yannick Dufault, il faut le monde agricole soit vraiment porteur. Quand on entend ça, il y a cette question d'équilibre. Vous parliez de la filière vitivinicole, il y a le lien avec d'autres cultures à côté, il y a le lien avec les collectivités. Pour le moment, le monde agricole, il y est, mais sur le monde des coopératives, et notamment dans le sud, a priori, il manque quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, mais il manque quelque chose. Effectivement, il faut que le monde agricole soit porteur, mais le monde agricole tout seul ne peut pas y aller. Enfin, je parle toujours des petites structures. Effectivement, nous, sur le site, avec l'association qu'on a créée au départ, on fait des formations avec Jérémy à destination des élus, parce que les élus, pour ces exploitations-là, ont un rôle vraiment très important à jouer pour soutenir l'agriculteur qui veut développer un projet comme ça. Pour ouvrir les portes. Moi, en tant qu'élu, je n'ai pas eu besoin de me rapprocher d'élus, mais un agriculteur tout seul aujourd'hui ne peut pas développer, c'est pas possible, du moins des petits agriculteurs. Donc les élus sont là pour venir aider à ouvrir les portes, entre guillemets, les bonnes portes, pour faire développer ces parties-là. Là, pour le coup, notamment sur des projets d'ampleur, il y a la question du courage politique, au sens noble du terme, pour porter ça devant les citoyens, parce que tout de suite, effectivement, dès qu'on a un projet de méthanisation, ça fait peur, il y a l'image des camions qui tournent, l'image de l'odeur. Enfin, alors après l'acceptabilité, effectivement, ça c'est vraiment très important. Mais cette acceptabilité-là, c'est chaque porteur de projet qui doit juger sur son territoire ce qu'il faut faire. Et à quel moment il faut le faire et à quelle ampleur il faut le faire en fait. C'est pas mathématique, l'acceptabilité c'est pas mathématique. Il y a des territoires qui ne demanderont aucune concertation, d'autres regardent de la concertation. Mais après, il y a un moment judicieux à faire cette concertation. Et je pense que c'est aux porteurs de projets à aller vers les personnes concernées les plus proches de l'implantation pour expliquer ce qu'il veut faire. Rien de mieux que le porteur lui-même pour l'expliquer plutôt que passer par une voie extérieure. Mais ça, c'est vraiment très important. Je vais me permettre de prendre une casquette qui fut la mienne il y a quelques années. Enfin, ça remonte pas très loin. Je crois que cette question sur la partie, je pense sur l'Occitanie, aujourd'hui, on a une région qui a quand même, je parle du conseil régional, qui a beaucoup investi et poussé. Je raisonne sur toute l'Occitanie. On voit des territoires quand même, des territoires d'élevage qui se sont quand même engagés. Il y a de très gros projets qui sont nés, je pense dans l'Aveyron, je pense dans le Tarn. Tu es directeur de Chambre d'agriculture en Aveyron. Oui, voilà. et aussi
secteur agriculture agroalimentaire à la région. C'est pour ça que j'ai une vue un peu globale des choses. Il y avait eu quand même des politiques, et il y a toujours des politiques qui sont très incitatives. Par contre, à l'inverse, le monde vitiviticole était sur d'autres sujets aujourd'hui. On avait très préoccupé par des questions d'eau. Les difficultés économiques sont arrivées il y a 4-5 ans. Et je pense que ce temps-là est trop court pour qu'on puisse véritablement commencer à engager des changements. Ils arrivent aussi, hein, vous l'avez dit, c'est pas un problème technique, c'est un problème aujourd'hui. On s'attaque au problème de l'eau, il va falloir qu'on s'attaque au problème de l'énergie. Je pense que le décalage de temps, quand on voit la carte qui a été projetée, il vient aussi de cela. Hein, on est plus sur des facteurs entre guillemets presque sociologiques que véritablement sur des problèmes techniques ou financiers, enfin en tout cas me semble-t-il. Alors est-ce qu'il y a une ultime question avant de vous libérer, de nous libérer pour aller déjeuner? Non, alors peut-être le mot de conclusion pour vous, Yannick Dufault. Il y a une question. Il y a une question, ouais. Oui, bonjour, Jean-François Gruot de la CM Alter Énergie à Angers. Je voulais savoir si on a des perspectives sur les évolutions du prix de revient du mégawattheure sorti d'unités de méthanisation à moyen long terme. Aujourd'hui, il est assez élevé. On accompagne des projets de méthanisation. Il est souvent au-dessus de 100 € du mégawattheure alors que le marché il est plutôt autour des 30, 50. Est-ce que ces prix peuvent converger à moyen terme voilà, ou est-ce qu'il faut que le consommateur s'attende à acheter sa molécule beaucoup plus cher que le marché aujourd'hui, puisqu'on va vers un marché sans gaz fossile? Frédéric, peut-être. Alors oui, sur le coût du biométhane, il y a des choses qui sont aussi mises en place par la filière pour, comme l'a dit Jérémy, réduire les coûts. Donc aujourd'hui, on est clairement sur une énergie subventionnée. En 2022, avec la crise énergétique, il y a eu un moment où le biométhane était moins cher que le gaz fossile. Donc ça dépend aussi de la conjoncture. Ça a été assez court, évidemment. On voit que le gaz, bon, il a beaucoup baissé, mais on a des perspectives d'augmentation aussi du prix du gaz fossile. On estime dans les évaluations qu'on sera plutôt à 50 € du mégawattheure, 40-50 € du mégawattheure 2030-2050. Donc voilà, ça va être aussi dépendre de la conjoncture. Et clairement, je pense que aujourd'hui, je pense que tous les Français voient bien que l'énergie, demain, elle sera clairement plus chère qu'elle ne l'est aujourd'hui. Les Français n'ont pas... Enfin, il y a eu une répercussion sur les coûts de l'énergie, mais pas aussi important que dans d'autres pays européens. Il faut rappeler que les crises, on les a passées grâce à des boucliers tarifaires qui ont coûté extrêmement cher à l'État, et que l'augmentation du coût de l'énergie, elle est incompressible aujourd'hui. Et si je comprends bien votre réponse, pas de visibilité d'un prix à la baisse du mégawattheure. C'est très difficile de donner une visibilité d'un prix sur des projets qui dépendent, enfin qui sont chaque fois différents en fait. Chaque projet a sa pertinence, sa construction financière, et donc c'est extrêmement difficile aujourd'hui de donner un... Moi, je ne veux pas m'avancer sur un prix du biométhane. Donc la conclusion, donc, avec vous peut-être, Yannick Dufault. Oui, juste 2 mots pour... Donnez-nous envie d'y aller. Allez. Sur Agri-Énergie, bon, Agri-Énergie aujourd'hui va continuer son développement tout de même. Donc le bâtiment, comme disait Jérémy, on va installer des panneaux solaires pour de l'autoconsommation qui va couvrir 18% de notre production. Un chiffre, aujourd'hui, on est à 25 000 € d'électricité par mois. Voilà, en consommation. 2024 également, traitement des biodéchets avec un déconditionneur pour justement être autonome sur nos territoires. Comme je disais tout à l'heure, on a besoin de tout le monde sur les territoires, donc prenons-nous en main sur les territoires pour traiter et se maîtriser nos coûts de traitement déjà. Donc ça, projet qui est en cours de développement là, pour l'unité. Également, on n'est plus dans la méta, mais partie bois, parce qu'on a une parcelle à côté qui a été coupée. Donc on m'a replanté du bois, mais pas simplement du bois pour planter du bois. Je veux planter des espèces diverses et variées avec un lycée agricole qui va venir faire les études et qui vont s'en servir pour travailler.
et pour faire de la pédagogie dessus et pour expliquer ce qu'on peut faire comme essence d'arbre et expliquer ce qu'est cette essence d'arbre. Donc ça fait partie d'une pédagogie forestière, pédagogie méthanisation, pédagogie énergie renouvelable. En fait, voilà. Donc ça, c'est un peu l'élu, l'agriculteur, le porteur de projet et l'exploitant qui vous parle, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, la méthanisation agricole, mais il faut y aller. Et il faut y aller tous ensemble, en fait. Il faut se rapprocher de ces élus, de ces industriels, des collectivités, les élus, collectivités, c'est pareil, mais il faut se rapprocher tous ensemble des industriels et travailler ensemble pour développer nos territoires respectifs, quoi, en fait. Voilà. Merci à vous, c'est une belle conclusion. Merci à vous quatre pour cet éclairage. Merci pour votre participation, votre attention et je vous dis à tout à l'heure pour d'autres tables rondes. Merci, bon appétit.